7. L'incident de la fenêtre. Un dimanche, comme M. Utterson faisait avec M. Enfield sa promenade coutumière, il arriva que leur chemin les fit passer de nouveau par la petite rue. Arrivés à hauteur de la porte, tous deux s'arrêtèrent pour la considérer. « Allons, dit Enfield, voilà cette histoire-là enfin terminée. Nous ne reverrons plus jamais M. Hyde. »« Je l'espère, » dit Utterson. « Vous ai-je jamais raconté que je l'ai vu une fois et que j'ai partagé votre sentiment de répulsion ?»« L'un ne pouvait aller sans l'autre, » répliqua Enfield. « Et entre parenthèses, combien vous avez dû me juger stupide d'ignorer que cette porte fut une sortie de derrière pour le docteur Jekyll. C'est en partie de votre faute si je l'ai découvert par la suite. »« Alors vous y êtes arrivé, en fin de compte, » reprit Utterson, « mais puisqu'il en est ainsi, rien ne nous empêche d'entrer dans la cour et de jeter un coup d'œil aux fenêtres. » À vous parler franc, je ne suis pas rassuré au sujet de ce pauvre Jekyll, et même du dehors, il me semble que la présence d'un ami serait capable de lui faire du bien. Il faisait très froid et un peu humide dans la cour, et le crépuscule l'emplissait déjà, bien que le ciel, tout là-haut, fût encore illuminé par le soleil couchant. Des 3 fenêtres, celle du milieu était à demi ouverte, et, installé derrière, prenant l'air avec une mine d'une désolation infinie, tel un prisonnier sans espoir, le docteur Jekyll apparut à Utterson. « Tiens, vous voilà, Jekyll » s'écria ce dernier. « Vous allez mieux, j'espère. »« Je suis très bas, Utterson » répliqua mornement le docteur. « Très bas. Je n'en ai plus pour longtemps, Dieu merci. »« Vous restez trop enfermé, » dit le notaire. « Vous devriez sortir un peu, afin de vous fouetter le sang, comme M. Enfield et moi. Je vous présente mon cousin, M. Enfield, le docteur Jekyll. Allons, voyons, prenez votre chapeau, et venez faire un petit tour avec nous. »« Vous êtes bien bon, » soupira l'autre. « Cela me ferait grand plaisir. Mais non, c'est absolument impossible. Je n'ose pas. » « Quand même, Utterson, je suis fort heureux de vous voir. C'est pour moi un réel plaisir. Je vous prierai bien de monter avec M. Enfield, mais la pièce n'est vraiment pas en état. »« Ma foi, tant pis, » dit le notaire avec bonne humeur. « Rien ne nous empêche de rester ici en bas et de causer avec vous d'où vous êtes. »« C'est précisément ce que j'allais me hasarder à vous proposer, » répliqua le docteur avec un sourire. Mais il n'avait pas achevé sa phrase que le sourire s'éteignit sur son visage et fit place à une expression de terreur et de désespoir si affreuse qu'elle glaça jusqu'aux moelles les 2 gentlemen d'en bas. Ils ne l'aperçurent d'ailleurs que dans un éclair, car la fenêtre se referma instantanément, mais cet éclair avait suffi, et, tournant les talons, ils sortirent de la cour sans prononcer un mot. Dans le même silence, ils remontèrent la petite rue, et ce fut seulement à leur arrivée dans une grande artère voisine, où persistaient, malgré le dimanche, quelques traces d'animation, que M. Utterson se tourna enfin et regarda son compagnon. Tous deux étaient pâles, et leurs yeux reflétaient un effroi identique. « Que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne !» répéta M. Utterson. Mais M. Enfield se contenta de hocher très gravement la tête et se remit à marcher en silence. 8. La dernière nuit. Un soir, après dîner, comme M. Utterson était assis au coin de son feu, il eut l'étonnement de recevoir la visite de Poole. « Miséricorde, Poole, qu'est-ce qui vous amène ?» s'écria-t-il. Et puis, l'ayant considéré avec plus d'attention, « Qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que le docteur est malade ?»« Monsieur Utterson, » dit l'homme, « il y a quelque chose qui ne va pas droit. »« Prenez un siège et voici un verre de vin pour vous, » dit le notaire. « Maintenant, ne vous pressez pas et exposez-moi clairement ce que vous désirez. »
Monsieur, répliqua Poul, vous savez que le docteur a pris l'habitude de s'enfermer. Eh bien, il s'est enfermé de nouveau dans son cabinet de travail, et cela ne me plaît pas, monsieur. Que je meure si cela me plaît. Monsieur Utterson, je vous assure, j'ai peur. « Voyons, mon brave, dit le notaire, expliquez-vous, de quoi avez-vous peur ?» « Il y a déjà près d'une semaine que j'ai peur, » répliqua Poul, faisant la sourde oreille à la question, « et je ne peux plus supporter ça. » La physionomie du domestique confirmait amplement ces paroles. Il n'avait plus aucune tenue, et à part le moment où il avait d'abord avoué sa peur, il n'avait pas une seule fois regardé le notaire en face. À présent même, il restait assis, le verre de vin posé intact sur son genou, et le regard fixé sur un coin du parquet. « Je ne peux plus supporter ça, » répéta-t-il. « Allons, Poul, dit le notaire, je vois que vous avez quelques bonnes raisons. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va réellement pas droit. Mais essayez de me raconter ce que c'est. »« Je crois qu'il s'est commis un mauvais coup, » dit Poul d'une voix rauque. « Un mauvais coup ?» s'exclama le notaire, passablement effrayé et assez porté à se fâcher en conséquence. « Quel mauvais coup? Qu'est-ce que cela signifie ?»« Je n'ose pas dire, monsieur, » reprit l'autre, « mais voulez-vous venir avec moi vous rendre compte par vous-même ?» Pour toute réponse, M. Utterson se leva et alla prendre son chapeau et son pardessus. Mais il fut tout étonné de voir quel énorme soulagement exprimaient les traits du maître d'hôtel, et il s'étonna peut-être autant de voir le vin toujours intact dans le verre du valet, lorsque celui-ci le déposa pour partir. C'était une vraie nuit de mars, tempétueuse et froide. Un pâle croissant de lune, couché sur le dos, comme si le vent l'eût culbuté, luisait sous un tissu diaphane et léger de fuyantes effilochures nuageuses. Le vent coupait presque la parole, et sa flagellation mettait le sang au visage. Il semblait en outre avoir vidé les rues de passants plus qu'à l'ordinaire, et M. Utterson croyait n'avoir jamais vu cette partie de Londres aussi déserte. Il eût préféré le contraire. Jamais encore il n'avait éprouvé un désir aussi vif de voir et de coudoyer ses frères humains, car, en dépit de ses efforts, il avait l'esprit accablé sous un angoissant pressentiment de catastrophe. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place, le vent y soulevait des tourbillons de poussière, et les ramures squelettiques du jardin flagellaient les grilles. Poul, qui, durant tout le trajet, n'avait cessé de marcher un pas ou deux en avant, fit halte au milieu de la chaussée, et, malgré l'âpre bise, il retira son chapeau et s'épongea le front avec un mouchoir de poche rouge. Mais, en dépit de la course rapide, ce qu'il essuyait n'était pas la transpiration due à l'exercice, mais bien la sueur d'une angoisse qui l'étranglait, car sa face était blême, et sa voix, lorsqu'il prit la parole, rauque et entrecoupée. « Eh bien, monsieur, dit-il, nous y voici, et Dieu fasse qu'il ne soit pas arrivé de malheur. »« Ainsi soit-il, Paul, » dit le notaire. Là-dessus, le valet heurta d'une façon très discrète. La porte s'ouvrit, retenue par la chaîne, et de l'intérieur, une voix interrogea. « C'est vous, Paul ?»« Tout va bien, » répondit Paul. « Ouvrez !» Le vestibule, où ils pénétrèrent, était brillamment éclairé. On avait fait un grand feu, et autour de l'âtre, toute la domesticité, mâle et femelle, se tenait rassemblée en tas comme un troupeau de moutons. À la vue de M. Utterson, la femme de chambre fut prise de gênements nerveux, et la cuisinière, s'écriant « Dieu merci, voilà M. Utterson !» s'élança au-devant de lui comme pour lui sauter au cou. « Quoi donc? Quoi donc? Que faites-vous tous ici ?» interrogea le notaire avec aigreur. « C'est très irrégulier, très incorrect. S'il le savait, votre maître serait loin d'être satisfait. »« C'est qu'ils ont tous peur, » dit Poul. Nul ne protesta.
et il se fit un grand silence. On n'entendait que la femme de chambre, qui s'était mise à pleurer tout haut. « Taisez-vous » lui dit Poule, d'un ton furieux qui témoignait de son énervement personnel. Et, de fait, quand la femme de chambre avait tout à coup haussé la gamme de ses lamentations, tous avaient tressailli et s'étaient tournés vers la porte intérieure, avec des airs de crainte et d'anxiété. « Et maintenant, » continua le maître d'hôtel en s'adressant au marmiton, « passez-moi un bougeoir, nous allons tirer cela au clair tout de suite. » Puis, ayant prié M. Utterson de le suivre, il l'emmena dans le jardin de derrière. « À présent, monsieur, lui dit-il, vous allez faire le moins de bruit possible. Je tiens à ce que vous entendiez, et je ne tiens pas à ce qu'on vous entende. Et surtout, monsieur, si par hasard il vous demandait d'entrer, n'y allez pas. » À cette conclusion imprévue, M. Utterson eut un sursaut nerveux qui manqua lui faire perdre l'équilibre. Mais il rassembla son courage et suivit le maître d'hôtel dans le bâtiment du laboratoire. Puis, traversant l'amphithéâtre de dissection, encombré de touris et de flacons, il arriva au pied de l'escalier. Là, Poule lui fit signe de se reculer de côté et d'écouter, et lui-même, déposant le bougeoir et faisant un appel visible à toute sa résolution, monta les marches et, d'une main mal assurée, frappa sur la serge rouge de la porte du cabinet. « Monsieur, c'est monsieur Utterson qui demande à vous voir, » annonça-t-il, et en même temps, d'un geste impératif, il engagea le notaire à prêter l'oreille. Une voix plaintive répondit de l'intérieur. « Dites-lui qu'il m'est impossible de recevoir qui que ce soit. » « Bien, monsieur, » dit Poule, avec dans la voix une sorte d'accent de triomphe. Et, reprenant le bougeoir, il emmena M. Utterson par la cour jusque dans la grande cuisine, où le feu était éteint et où les blattes sautillaient sur le carreau. « Monsieur, dit-il en regardant M. Utterson dans les yeux, était-ce la voix de mon maître ?»« Elle m'a paru bien changée, » répondit le notaire, très pâle, mais sans détourner le regard. « Changée, certes, oui, je le pense, » reprit le maître d'hôtel. « Après 20 ans passés dans la demeure de cet homme, pourrais-je ne pas connaître sa voix? Non, monsieur, on a fait disparaître mon maître. On l'a fait disparaître il y a 8 jours, lorsque nous l'avons entendu invoquer le nom de Dieu. Et qui est là à l'intérieur à sa place? Et pourquoi on reste là, monsieur Utterson? C'est une chose qui crie vengeance au ciel. Voici un conte bien étrange, Poule. Voici un conte plutôt invraisemblable, mon ami, dit monsieur Utterson en se mordillant le doigt. Mais supposez qu'il en soit comme vous l'imaginez, à supposer que le docteur Jekyll ait été, eh bien oui, assassiné. Quel motif de rester pourrait avoir son meurtrier? Cela ne tient pas debout, cela ne supporte pas l'examen. Eh bien, monsieur Utterson, vous êtes difficile à convaincre, mais je ne désespère pas d'y arriver, dit Poule. Toute cette dernière semaine, sachez-le donc, cet homme, ou cet être, ou ce je ne sais quoi qui loge dans le cabinet, n'a cessé jour et nuit de réclamer à corps et à cri un certain médicament sans arriver à l'obtenir à son idée. Il lui arrivait de temps à autre, c'est de mon maître que je parle, d'écrire ses ordres sur une feuille de papier qu'il jetait dans l'escalier. Nous n'avons rien eu d'autre ces 8 derniers jours, rien que des papiers et portes de bois. Et jusqu'au repas qu'on lui laissait là et qu'il rentrait en cachette lorsque personne ne le voyait. Eh bien, monsieur, tous les jours, oui, et même des 2 ou 3 fois dans une seule journée, c'étaient des ordres et des réclamations, et il m'a fallu courir chez tous les droguistes en gros de la ville. Chaque fois que je rapportais le produit, c'était un nouveau papier pour me dire de le renvoyer parce qu'il n'était pas pur. Et un nouvel ordre pour une autre maison. Ce produit, monsieur, on en a terriblement besoin pour je ne sais quel usage.
« Avez-vous gardé quelqu'un de ces papiers ?» demanda M. Utterson. Poole fouilla dans sa poche et en sortit un billet tout froissé que le notaire, se penchant plus près de la bougie, déchiffra avec attention. En voici le contenu. Le docteur Jekyll présente ses salutations à messieurs Moe. Il leur affirme que le dernier échantillon qu'ils lui ont fait parvenir est impur et absolument inutilisable pour son présent besoin. En l'année 1800, le docteur Jekyll en a acheté une assez grande quantité chez messieurs Moe. Il est pris aujourd'hui de vouloir bien faire les recherches les plus diligentes, et s'il leur en reste un peu de la même qualité, de le lui envoyer aussitôt. Peu importe le coût. Ce produit est pour le docteur Jekyll d'une importance tout à fait exceptionnelle. Jusqu'ici, l'allure du billet s'était maintenue suffisamment normale, mais, arrivé là, écorchant soudain le papier d'une plume rageuse, le scripteur avait donné libre cours à ses sentiments. « Pour l'amour de Dieu, ajoutait-il, retrouvez-moi un peu de l'ancien. » « Voici un billet étrange, » dit M. Utterson, puis avec sévérité, « comment se fait-il que vous l'ayez tout décacheté en votre possession ?» L'employé de chez Moe était si fort en colère, monsieur, qu'il me l'a rejeté comme de l'ordure, répondit Poole. « C'est indiscutablement l'écriture du docteur, vous savez, reprit le notaire. « Je me disais bien qu'elle y ressemblait, » dit le serviteur, mal convaincu. Et puis, sur un nouveau ton, il reprit « Mais qu'importe l'écriture, puisque je l'ai vue. »« Vous l'avez vue ?» répéta M. Utterson. « Et alors ?» ?»« Tenez, dit Poole, voici la chose. Je suis entré tout d'un coup dans l'amphithéâtre venant du jardin. Il avait dû se glisser au dehors pour se mettre en quête du produit ou faire je ne sais quoi, car la porte du cabinet était ouverte, et il se trouvait tout au fond de la salle en train de fourrager parmi les touris. À mon arrivée, il leva les yeux, poussa comme un cri plaintif, et s'enfuit par l'escalier jusque dans le cabinet. Je ne l'ai vu qu'une minute, mais les cheveux m'en ont dressé sur le crâne comme des baguettes. Dites, monsieur, si c'était là mon maître, pourquoi avait-il un masque sur la figure? Si c'était mon maître, pourquoi a-t-il poussé ce cri de rat? Et pourquoi s'est-il sauvé en me voyant? Je l'ai servi assez longtemps, et puis... Mais l'homme se tut et se passa la main sur le visage. « Toutes ces circonstances sont en effet bien bizarres, » dit M. Utterson, « mais je crois que je commence à y voir clair. Votre maître, Poole, est sans nul doute atteint d'une de ces maladies qui torturent à la fois et défigurent leurs victimes. De là, selon toute probabilité, l'altération de sa voix. De là le masque et son éloignement de ses amis. De là son anxiété de trouver ce produit grâce auquel la pauvre âme garde l'espoir d'une guérison finale. Dieu fasse que cet espoir ne soit pas trompé. Voilà mon explication. Elle est suffisamment triste, Poole, voire même affreuse à envisager. Mais elle est simple et naturelle, elle est cohérente, et elle nous délivre de toute crainte exagérée. « Monsieur, » dit le maître d'hôtel, envahi d'une pâleur livide, « cet être n'était pas mon maître. Et voilà la vérité, mon maître. » Et se disant, il regarda autour de lui et baissa la voix, « est un homme grand et bien fait, et celui-ci était une sorte de nabot. » Utterson voulut protester. « Oh, monsieur, s'écria Poole, croyez-vous que je ne connaisse pas mon maître au bout de 20 ans? Croyez-vous que je ne sache pas à quelle hauteur sa tête arrive dans l'encadrement de la porte du cabinet où je l'ai vu chaque matin de ma vie? Non, monsieur, jamais. Cet être au masque n'était pas le docteur Jekyll. Et c'est mon intime conviction qu'il y a eu assassinat. « Poole, répliqua le notaire, dès lors que vous dites cela,
je vais me trouver dans l'obligation de m'en assurer. Malgré tout mon désir de ménager les sentiments de votre maître, malgré tous mes doutes en présence de ce billet qui semble prouver qu'il est encore vivant, je dois considérer comme de mon devoir de forcer cette porte. »« Ah, monsieur Utterson, voilà qui est parlé !» s'écria le maître d'hôtel. « Et maintenant, passons à une autre question, » reprit Utterson. « Qui va s'en charger ?»« Mais vous et moi, monsieur, » répliqua l'autre sans sourciller. « Très bien dit, » déclara le notaire. « Et quoi qu'il en résulte, je saurai faire en sorte que vous n'y perdiez rien. »« Il y a une hache dans l'amphithéâtre, » continua Poole, « et vous pourriez prendre pour vous le tisonnier de la cuisine. » Le notaire s'empara de cet outil grossier mais pesant et le brandit. « Et savez-vous, Poole, dit-il en levant les yeux, que nous allons, vous et moi, nous exposer à un certain danger. »« Certes, monsieur, vous pouvez bien le dire, » répondit le maître d'hôtel. « Il vaut donc mieux parler franc. Nous en savons l'un et l'autre plus long que nous n'en avons dit. Ne nous cachons plus rien. Cet individu masqué que vous avez vu, l'avez-vous reconnu ?»« Ma foi, monsieur, cela s'est fait si vite, et cette créature était tellement courbée en deux que je n'en jurerais pas. Mais si vous voulez dire, était-ce monsieur Hyde ? Eh bien oui, je crois que c'était lui. Voyez-vous, il était à peu près de la même carrure, et il avait la même démarche leste et agile. Et d'ailleurs, qui d'autre aurait pu s'introduire par la porte du laboratoire ? N'oubliez pas, monsieur, que lors du crime, il avait encore la clé sur lui. Mais ce n'est pas tout. Je ne sais, monsieur Utterson, si vous avez jamais rencontré ce monsieur Hyde. »« Si fait, » répliqua le notaire. « J'ai causé une fois avec lui. »« En ce cas, vous devez savoir aussi bien que nous tous que ce gentleman avait quelque chose de bizarre, quelque chose qui vous retournait. Je ne sais vraiment pas m'expliquer autrement que ceci. On se sentait devant lui comme un vide et un froid dans les moelles. »« J'avoue que j'ai éprouvé un peu ce que vous dites là, » fit M. Utterson. « Vous y êtes, monsieur. Eh bien, quand cette créature masquée a jailli, tel un singe, d'entre les produits chimiques et a filé dans le cabinet, c'est comme de la glace qui m'est descendue le long de l'échine. Oh, je sais bien que ce n'est pas une preuve, monsieur Utterson. Je suis assez instruit pour cela. Mais on a sa petite jugeote, et je vous jure sur la Bible que c'était là monsieur Hyde. »« Soit, dit le notaire. Mes craintes m'inclinent à le croire aussi. Du mal, j'en ai peur. Il ne pouvait sortir que du mal de cette relation. Si fait, vraiment, je vous crois. Je crois que ce pauvre Harry a été tué. Et je crois que son assassin, dans quel but, Dieu seul pourrait le dire, s'attarde encore dans la demeure de sa victime. Eh bien, nous lui apporterons la vengeance. Faites venir Bradshaw. » Le valet désigné arriva très pâle et énervé. « Remettez-vous, Bradshaw, » lui dit le notaire. « Cette attente, je le sais, vous est pénible à tous, mais nous avons pris la résolution d'en finir. Poole que voici et moi, nous allons pénétrer de vive force dans le cabinet. Si tout est en règle, j'ai assez bon dos pour supporter la responsabilité. Cependant, de crainte qu'il y ait réellement du mauvais ou qu'un malfaiteur ne tente de s'échapper par les derrières, vous ferez le tour par le coin avec le marmiton, muni d'une bonne trique chacun, et vous vous posterez à la porte du laboratoire. Nous vous laissons 10 minutes pour prendre vos dispositions. » Tandis que Bradshaw s'éloignait, le notaire, consultant sa montre, ajouta « Et maintenant, Poole, prenons les nôtres. » Et, emportant le tisonnier sous son bras, il s'avança le premier dans la cour. Les nuages s'étaient amoncelés devant la lune, et il faisait à cette heure tout à fait noir. Le vent, qui n'arrivait au fond de ce puits de bâtiment que par bouffées intermittentes, faisait vaciller la flamme de la bougie.
Mais enfin, ils arrivèrent dans l'abri de l'amphithéâtre, où ils s'assirent pour attendre en silence. La rumeur grandiose de Londres s'élevait de toutes parts, mais à proximité immédiate, le silence n'était interrompu que par le bruit d'un pas allant et venant sur le parquet du cabinet. « C'est ainsi qu'il marche toute la journée, monsieur, » chuchota Poole. « Oui, et voire la plus grande partie de la nuit. Il n'y a un peu de répit que quand il reçoit un nouvel échantillon de chez le droguiste. Il faut une bien mauvaise conscience pour être ainsi ennemi du repos. Ah, monsieur, dans chacun de ces pas, il y a du sang traîtreusement répandu. Mais écoutez encore d'un peu plus près. Mettez votre cœur dans votre ouïe, monsieur Utterson, et dites-moi, est-ce l'allure du docteur ?» Les pas résonnaient, furtifs et légers, et quasi dansants malgré leur lenteur. Ils différaient complètement de la marche pesante et sonore de Henry Jekyll. Utterson poussa un soupir et demanda « Est-ce qu'on n'entend jamais rien d'autre ?» Poole fit un signe affirmatif et répondit « Si, une fois. Une fois je l'ai entendu pleurer. »« Pleurer ? Comment cela ?» reprit le notaire, envahi tout à coup d'un frisson d'horreur. « Pleurer comme une femme ou comme une âme en peine, » répondit le maître d'hôtel. « Quand je suis parti, cela m'est resté sur le cœur, si bien que j'en aurais pleuré aussi. » Mais les 10 minutes tiraient à leur fin. Poole sortit la hache de dessous un tas de paille d'emballage. On déposa le bougeoir sur la table la plus proche, afin d'y voir clair pour l'attaque. Et, retenant leur souffle, tous deux s'approchèrent du lieu où ce pas inlassable allait sans cesse de long en large et de large en long, dans le calme de la nuit. « Jekyll !» appela Utterson d'une voix forte. « Je demande à vous voir !» Il se tut quelques instants, mais ne reçut pas de réponse. Il reprit « Je vous en préviens tout net. Nos soupçons sont éveillés. Il faut que je vous voie, et je vous verrai. Si ce n'est par la persuasion, ce sera autrement. Si ce n'est de votre bon gré, ce sera par la violence. »« Utterson !» cria la voix. « Pour l'amour de Dieu, ayez pitié !»« Ah, ce n'est pas la voix de Jekyll, c'est celle de Hyde !» s'écria Utterson. « Enfoncez la porte, Poole !» Et Poole balança la hache par-dessus son épaule. Sous le coup, le bâtiment retentit, et la porte à serge rouge rebondit contre la serrure et les gonds. Du cabinet jaillit un hurlement de détresse, d'une épouvante toute animale. La hache se releva de nouveau, et de nouveau, les panneaux craquèrent et l'encadrement sursauta. À 4 reprises, le coup retomba, mais le bois était dur et la menuiserie solide. Ce fut seulement au 5e que la serrure disjointe s'arracha et que les débris de la porte s'abattirent à l'intérieur, sur le tapis. Les assiégeants, intimidés par leur propre tapage et par le silence qui lui avait succédé, hésitèrent un peu et regardèrent dans le cabinet qui s'étalait sous leurs yeux à la paisible lumière de la lampe. Un bon feu clair pétillait dans l'âtre, la bouilloire chantonnait son léger refrain, on voyait 2 ou 3 tiroirs ouverts, des papiers disposés en ordre sur la table de travail, et tout près du feu, le nécessaire préparé pour le thé. On eût dit l'intérieur le plus tranquille, et, à part les étagères vitrées pleines d'instruments de chimie, le plus banal qu'il y eût ce soir-là dans tout Londres. Au beau milieu gisait le corps d'un homme, tordu par l'agonie et encore palpitant. Ils s'approchèrent à pas légers, le retournèrent sur le dos et reconnurent les traits de M. Hyde. Il était vêtu d'habits beaucoup trop grands pour lui, d'habits faits à la taille du docteur. Les muscles de son visage vibraient encore d'une apparence de vie, mais la vie elle-même l'avait bien abandonné. La fiole broyée qu'il tenait encore, avec l'odeur d'amande amère qui flottait dans la pièce, révélèrent à Utterson qu'il avait devant lui le cadavre d'un suicidé. « Nous sommes arrivés trop tard, » dit-il d'un ton sévère, « aussi bien pour sauver que pour punir.
Hyde est allé trouver son juge. Il ne nous reste plus qu'à découvrir le corps de votre maître. » La portion du bâtiment, de beaucoup la plus importante, était occupée par l'amphithéâtre, qui constituait presque tout le rez-de-chaussée et recevait le jour d'en haut, et par le cabinet, qui formait le premier étage à un bout et prenait vue sur la cour. Un corridor reliait l'amphithéâtre à la porte donnant sur la petite rue. En outre, le cabinet communiquait séparément avec celle-ci par un second escalier. Il y avait aussi plusieurs réduits obscurs et une vaste cave. Tout cela fut alors minutieusement passé en revue. Chaque réduit n'exigea qu'un coup d'œil, car tous étaient vides, et, à voir la poussière qui tombait de leurs portes, aucun d'eux n'avait de longtemps été ouvert. La cave, il est vrai, était encombrée d'un amas d'objets hétéroclites, datant pour la plupart de l'époque du chirurgien prédécesseur de Jekyll, mais rien qu'en ouvrant la porte, ils furent avertis de l'inutilité de plus amples recherches par la chute d'un revêtement compact de toile d'araignée qui avait depuis des ans condamné l'entrée. Nulle part on ne voyait trace de Henry Jekyll, ni mort, ni vivant. Poole frappa du pied les dalles du corridor. « Il doit être enterré là, » dit-il en prêtant l'oreille à la résonance. « À moins qu'il se soit enfui, » dit Utterson, et il s'en alla examiner la porte de la petite rue. Elle était fermée à clé, et tout auprès, gisant sur les dalles, se trouvait la clé, déjà tachée de rouille. « Elle n'a pas l'air de servir beaucoup, » remarqua le notaire. « De servir, » répéta Poole. « Ne voyez-vous donc pas, monsieur, qu'elle est brisée, comme si quelqu'un avait donné un coup de talon dessus ?»« C'est juste, » fit Utterson. « Et même les cassures sont rouillées. » Les deux hommes s'entre-regardèrent, ébahis. « Ceci me dépasse, Poole, » dit le notaire. « Retournons dans le cabinet. » Ils gravirent l'escalier en silence, et non sans jeter par intervalles au cadavre un regard terrifié. Se mirent à examiner plus en détail le contenu de la pièce. Sur une table se voyaient des traces d'opérations chimiques. Plusieurs tas dosés d'un sel blanchâtre étaient préparés sur des soucoupes de verre, comme pour une expérience au milieu de laquelle le malheureux avait été interrompu. « C'est là ce même produit que j'allais tout le temps lui chercher, » dit Poole. Et il n'avait pas achevé sa phrase que la bouilloire déborda à grand bruit. Ceci les amena vers la cheminée, auprès de laquelle le fauteuil était frileusement tiré, avec le nécessaire à thé tout disposé à portée de la main, jusqu'à la tasse garnie de sucre. Un rayonnage supportait quelques volumes, l'un d'eux gisait ouvert à côté du plateau à thé, et Utterson y reconnut, avec stupeur, un exemplaire d'un ouvrage édifiant, pour lequel Jekyll avait maintes fois exprimé une vive estime, et qui se trouvait ici à noter de scandaleux blasphèmes écrits de sa propre main. Continuant de passer en revue la pièce, les deux perquisiteurs arrivèrent à la psyché, et ils regardèrent dans ses profondeurs avec un effroi involontaire. Mais elle était tournée de façon à ne leur montrer que la rose lueur se jouant au plafond, le feu scintillant en multiples reflets sur les vitres des étagères, et leur propre physionomie, pâles et terrifiées, penchées sur leur image. « Ce miroir a vu d'étranges choses, monsieur, » chuchota Poole. « Il ne peut avoir rien vu de plus étrange que ne l'est sa présence ici, » répliqua le notaire sur le même ton. « Car que faisait Jekyll ?» Il s'interrompit avec un sursaut, et puis, surmontant sa faiblesse, « Quel besoin d'une psyché pouvait bien avoir Jekyll ?» « Vous avez raison de le dire, » dit Poole. Ils s'occupèrent ensuite de la table de travail. Sur le pupitre, au milieu des papiers rangés avec soin, s'étalait, par-dessus tout, une grande enveloppe qui portait, écrit de la main du docteur, le nom de M. Utterson. Le notaire la décacheta, et plusieurs plis s'en échappèrent et tombèrent sur le plancher.
Le premier contenait une déclaration rédigée dans les mêmes termes extravagants que celle restituée 6 mois plus tôt et destinée à servir de testament en cas de mort et d'acte de donation en cas de disparition. Mais remplaçant le nom de Hyde, le notaire y lut, avec un étonnement indescriptible, le nom de Gabriel John Utterson. Il regarda successivement Poole, puis de nouveau le papier, et enfin le défunt criminel étendu sur le parquet. « La tête m'en tourne, dit-il. Il a eu ceci à sa disposition tous ces derniers jours. Il n'avait aucune raison de m'aimer. Il devait être furieux de se voir évincé. Et il n'a pas détruit ce document. » Il passa au pli suivant. C'était un court billet de la main du docteur et daté dans le haut. « Oh, Poole !» s'écria le notaire. « Il était ici, et vivant, aujourd'hui même. On ne peut l'avoir fait disparaître en aussi peu de temps. Il doit être encore vivant, il doit s'être enfui. Au reste, pourquoi fuir? Et comment? Et dans ce cas, peut-on se hasarder à appeler cela un suicide? Oh, il nous faut être circonspects. Je pressens que nous pouvons encore entraîner votre maître dans quelque déplorable catastrophe. » « Pourquoi ne lisez-vous pas, monsieur ?» demanda Poole. « Parce que j'ai peur, » répondit le notaire d'un ton tragique. « Dieu veuille que je n'en ai pas de motif. » Et là-dessus, il approcha le papier de ses yeux et lut ce qui suit. « Mon cher Utterson, lorsque ce mot tombera entre vos mains, j'aurai disparu, d'une façon que je n'ai pas la clairvoyance de prévoir, mais mon instinct, comme la nature de la situation sans nom dans laquelle je me trouve, me disent que ma fin est assurée et qu'elle ne tardera plus. Adieu donc, et lisez d'abord le récit que Lanyon m'a promis de vous faire parvenir. Puis, si vous désirez en savoir davantage, passez à la confession de votre ami indigne et infortuné, Henry Jekyll. » « Il y avait un troisième pli » demanda Utterson. « Le voici, monsieur, » répondit Poole, et il lui tendit un paquet volumineux revêtu de plusieurs cachets. Le notaire le mit dans sa poche. « Je ne parlerai pas de ce papier. Que votre maître ait fui ou qu'il soit mort, nous pouvons du moins sauver sa réputation. Il est maintenant 10 heures. Je vais rentrer chez moi et lire en paix ces documents. Mais je serai de retour avant minuit. C'est alors que nous enverrons chercher la police. » Ils sortirent, refermant à clé derrière eux la porte de l'amphithéâtre, et Utterson, laissant encore une fois les serviteurs réunis autour du feu dans le vestibule, se rendit à son bureau pour lire les 2 récits où il devait enfin trouver l'explication du mystère. 9. La narration du docteur Lanyon. Le 9 janvier, il y a de cela 4 jours, je reçus par la distribution du soir une lettre recommandée que m'adressait de sa main mon collègue et ancien camarade de classe, Henry Jekyll. J'en fus très surpris, car nous n'avions pas du tout l'habitude de correspondre. Je l'avais vu, j'avais même dîné avec lui le soir précédent, et je ne concevais dans nos rapports rien qui pût justifier la formalité de la recommandation. Le contenu de cette lettre augmenta ma surprise, car voici ce qu'elle renfermait. Le 10 décembre 1800... Mon cher Lanyon, vous êtes l'un de mes plus anciens amis, et bien que nous puissions avoir différé parfois d'avis sur des questions scientifiques, je ne me rappelle, du moins de mon côté, aucune infraction à notre bonne entente. Il n'y a pas eu de jour où, si vous m'aviez dit « Jekyll, ma vie, mon honneur, ma raison dépendent de vous. Je n'eusse, pour vous sauver, sacrifié ma fortune ou ma main gauche. Lanyon, ma vie, mon honneur, ma raison, tout cela est à votre merci. Si vous ne venez à mon aide cette nuit, je suis perdu. Vous pourriez supposer, après cet exorde, que je vais vous demander quelque chose de déshonorant. Jugez-en par vous-même. Je désire que vous renonciez pour ce soir à tous les autres engagements,
Fussiez-vous mandé au chevet d'un empereur, que vous preniez un cab, à moins que vous n'ayez justement votre voiture à la porte, et, muni de cette lettre-ci comme référence, que vous vous fassiez conduire tout droit à mon domicile. Poule, mon maître d'hôtel est prévenu. Vous le trouverez vous attendant avec un serrurier. Il vous faut alors faire crocheter la porte de mon cabinet, où vous entrerez seul, vous ouvrirez la vitrine marquée « E » à main gauche, en forçant la serrure au besoin si elle était fermée, et vous y prendrez, avec son contenu tel quel, le 4e tiroir à partir du haut, ou, ce qui revient au même, le 3e à partir du bas. Dans mon excessive angoisse, j'ai une peur maladive de vous mal renseigner, mais même si je suis dans l'erreur, vous reconnaîtrez le bon tiroir à son contenu, des paquets de poudre, une fiole et un cahier de papier. Ce tiroir, je vous conjure de le rapporter avec vous à Cavendish Square, exactement comme il se trouve. Telle est la première partie du service. Passons à la seconde. Vous serez de retour, si vous vous mettez en route dès la réception de la présente, bien avant minuit, mais je tiens à vous laisser toute cette marge, non seulement dans la crainte d'un de ces obstacles qu'on ne peut ni empêcher, ni prévoir, mais parce qu'il vaut mieux, pour ce qui vous restera à faire, choisir une heure où vos domestiques seront couchés. À minuit donc, je vous prierai de vous trouver seul dans votre cabinet de consultation, d'introduire vous-même chez vous un homme qui se présentera de ma part et de lui remettre le tiroir que vous serez allé chercher dans mon cabinet. Vous aurez alors joué votre rôle et mérité mon entière gratitude. En 5 minutes de plus, si vous insistez pour avoir une explication, vous aurez compris l'importance capitale de ces dispositions et qu'il vous suffirait d'en négliger une seule pour vous mettre sur la conscience ma mort ou le naufrage de ma raison. Malgré ma certitude que vous ne prendrez pas cette requête à la légère, le cœur me manque et ma main tremble à la seule idée d'une telle possibilité. Songez que je suis à cette heure dans un lieu étranger, à me débattre sous une noire détresse, qu'aucune imagination ne saurait égaler, et pourtant, bien assuré que, si vous m'obligez ponctuellement, mes tribulations s'évanouiront comme un rêve. Obligez-moi, mon cher Lanyon, et sauvez votre ami H.J. P.S. J'avais déjà fermé l'enveloppe quand une nouvelle crainte m'a frappé. Il peut arriver que la poste trompe mon attente et que cette lettre ne vous parvienne pas avant demain matin. Dans ce cas, mon cher Lanyon, faites ma commission lorsque cela vous sera le plus commode dans le courant de la journée. Et encore une fois, attendez mon messager à minuit. Il sera peut-être alors déjà trop tard. Et si la nuit se passe sans que vous voyiez rien venir, sachez que c'en sera fait de Henry Jekyll. La lecture de cette lettre me persuada que mon collègue était devenu fou, mais tant que je n'en avais pas la preuve indéniable, je me voyais contraint de faire comme il m'en priait. Moins je voyais clair dans ce brouillamini, moins j'étais en situation de juger de son importance, et on ne pouvait, sans prendre une responsabilité grave, rejeter une prière libellée en pareils termes. Je me levai donc de table, pris une voiture, et me rendis droit chez le docteur Jekyll. Le maître d'hôtel m'attendait. Il avait reçu, par le même courrier que moi, une lettre recommandée contenant des instructions et avait envoyé aussitôt chercher un serrurier et un menuisier. Ces 2 artisans arrivèrent, tandis que nous causions encore, et nous nous rendîmes tous ensemble à l'ancien amphithéâtre anatomique du docteur Denman, par où, comme vous le savez sans doute, on accède le plus aisément au cabinet personnel du docteur Jekyll. La porte en était solide, la serrure excellente. Le menuisier avoua qu'il aurait beaucoup de mal et qu'il lui faudrait faire beaucoup de dégâts si l'on devait recourir à la violence, et le serrurier désespérait presque. Mais ce dernier était un garçon de ressources, et au bout de 2 heures de travail, la porte fut ouverte. La vitrine marquée « E » n'était pas fermée à clé. Je pris le tiroir, le fis garnir de paille et emballer dans un drap de lit, puis je retournai avec l'objet à Cavendish Square. Là,
je me mis en devoir d'examiner son contenu. Les paquets de poudre étaient assez proprement faits, mais pas avec l'élégance du droguiste de profession. Je compris sans peine qu'ils étaient de la fabrication personnelle de Jekyll. En ouvrant l'un de ces paquets, je trouvai ce qui me parut être un simple sel cristallin de couleur blanche. La fiole, dont je m'occupais ensuite, pouvait être à moitié pleine d'un liquide rouge sang qui piquait fortement aux narines et qui me parut contenir du phosphore et un éther volatile. Quant aux autres ingrédients, je dus m'abstenir de conjectures. Le cahier était un banal cahier d'écolier et contenait presque uniquement une série de dates. Celle-ci embrassait une période de plusieurs années, mais je remarquai que les écritures avaient cessé depuis près d'un an et sans aucune transition. Çà et là, une date se complétait d'une brève annotation, en général bornée à un unique mot, tel que « doublé », qui se présentait peut-être 6 fois dans un total de plusieurs centaines d'écritures, ou encore une seule fois tout au début de la liste, et suivie de plusieurs points d'exclamation, cette mention « échec complet ». Tout ceci, quoique fouettant ma curiosité, ne me disait pas grand-chose de précis. J'avais là une fiole contenant une teinture quelconque, une dose d'un sel et le journal d'une série d'expériences qui n'avaient, comme trop de recherches de Jekyll, abouti à aucun résultat d'une utilité pratique. En quoi la présence de ces objets dans ma maison pouvait-elle affecter aussi bien l'honneur que l'intégrité mentale ou la vie de mon collègue en fuite ? Si son messager pouvait venir en un lieu, pourquoi ne pouvait-il aussi bien aller en un autre ? Et même dans l'hypothèse d'un empêchement, pourquoi ce citoyen-là devait-il être reçu par moi en secret ? Plus je réfléchissais, plus je me convainquais d'avoir affaire à un cas de dérangement cérébral. Aussi, tout en envoyant mes domestiques se coucher, je chargeais un vieux revolver, afin de me trouver en état de me défendre. Les 12 coups de minuit avaient à peine retenti sur Londres que l'on heurta tout doucement à ma porte. J'allai moi-même ouvrir et trouvai un petit homme qui se dissimulait contre les pilastres du porche. « Venez-vous de la part du docteur Jekyll ?» lui demandai-je. Il me fit signe que oui, d'un geste contraint, et lorsque je l'eus invité à entrer, il ne m'obéit qu'après avoir jeté en arrière un regard inquisiteur dans les ténèbres de la place. Non loin, un policeman s'avançait, la lanterne au poing. À cette vue, il me sembla que mon visiteur tressaillait et se hâtait davantage. Ces particularités me frappèrent, je l'avoue, désagréablement, et tandis que je le suivais jusque dans la brillante clarté de mon cabinet de consultation, je me tins prêt à faire usage de mon arme. Là, enfin, j'eus tout loisir de le bien voir. Ce qui, du moins, était sûr, c'est que je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Il était petit, comme je l'ai déjà dit. En outre, je fus frappé par l'expression repoussante de sa physionomie, par l'aspect exceptionnel qu'il présentait, d'une grande activité musculaire jointe à une non moins grande faiblesse apparente de constitution, et enfin, et plus encore peut-être, par le singulier trouble physiologique que son voisinage produisait en moi. Ce trouble présentait quelque analogie avec un début d'ankylose et s'accompagnait d'un notable affaiblissement du pouls. Sur le moment, je l'attribuais à quelque antipathie personnelle et idiosyncrasique, et m'étonnais simplement de l'acuité de ses manifestations. Mais j'ai eu, depuis, des raisons de croire que son origine était située beaucoup plus profondément dans mon humaine nature, et procédait d'un mobile plus noble que le sentiment de la haine. Cet individu qui avait ainsi, dès le premier instant de son arrivée, excité en moi une curiosité que je qualifierais volontiers de malsaine, était vêtu d'une façon qui aurait rendu grotesque une personne ordinaire, car ses habits, quoique d'un tissu coûteux et de bon goût, étaient démesurément trop grands pour lui dans toutes les dimensions. Son pantalon lui retombait sur les jambes, et on l'avait retroussé par en bas pour l'empêcher de traîner à terre.
La taille de sa redingote lui venait au-dessous des hanches, et son col bâillait largement sur ses épaules. Chose singulière à dire, cet accoutrement funambulesque était loin de me donner envie de rire. Au contraire, comme il y avait dans l'essence même de l'individu que j'avais alors en face de moi quelque chose d'anormal et d'avorté, quelque chose de saisissant, de surprenant et de révoltant, ce nouveau disparate semblait fait uniquement pour s'accorder avec le premier et le renforcer, si bien qu'à mon intérêt envers la nature et le caractère de cet homme s'ajoutait une curiosité concernant son origine, sa vie, sa fortune et sa situation dans le monde. Ces remarques auxquelles j'ai dû donner ici un tel développement ne me prirent en réalité que quelques secondes. Mon visiteur était, du reste, trépidant d'une farouche agitation. « Lavez-vous » s'écria-t-il, « lavez-vous » Et dans l'excès de son impatience, il alla jusqu'à me prendre par le bras comme pour me secouer. À son contact, je sentis dans mes veines une sorte de douleur glaciale. Je le repoussai. « Voyons, monsieur, lui dis-je, vous oubliez que je n'ai pas encore eu le plaisir de faire votre connaissance. Asseyez-vous, je vous prie. » Et pour lui montrer l'exemple, je m'installai moi-même dans mon fauteuil habituel en imitant mes façons ordinaires avec un malade, aussi bien que me le permettait l'heure tardive, la nature de mes préoccupations et l'horreur que m'inspirait mon visiteur. « Je vous demande pardon, docteur Lanyon, » répliqua-t-il assez poliment. « Ce que vous dites là est tout à fait juste, et mon impatience a devancé ma politesse. Je suis venu ici à la requête de votre collègue, le docteur Henry Jekyll, pour une affaire d'importance. Et est-ce que j'ai compris ?» Il s'interrompit et porta la main à sa gorge, et je pus voir, en dépit de son attitude calme, qu'il luttait contre les approches d'une crise de nerfs. « À ce que j'ai compris, un tiroir !» Mais j'eus pitié de l'angoisse de mon visiteur, non moins peut-être que de ma croissante curiosité. « Le voici, monsieur », répondis-je, en désignant le tiroir déposé sur le parquet derrière une table et toujours recouvert de son drap. Il bondit vers l'objet, puis fit halte et porta la main à son cœur. J'entendais ses dents grincer par le jeu convulsif de ses mâchoires, et son visage m'apparut si hagard que je m'en alarmais autant pour sa vie que pour sa raison. « Remettez-vous » lui dis-je. Il m'adressa un sourire hideux, et avec le courage du désespoir, il arracha le drap. À la vue du contenu du tiroir, il poussa un grand sanglot, exprimant une délivrance si énorme que j'en restai pétrifié. Et dans le même instant, d'une voix redevenue déjà presque naturelle, il me demanda « Auriez-vous un verre gradué ?» Je me levai de mon siège avec un certain effort et lui donnai ce qu'il désirait. Il me remercia d'un geste souriant, mesura quelques gouttes de la teinture rouge et y ajouta l'une des doses de poudre. La mixture, d'une teinte rougeâtre au début, commença, à mesure que les cristaux se dissolvaient, à foncer en couleur, avec une effervescence notable et à émettre de petits jets de vapeur. Tout à coup, l'ébullition prit fin, et presque en même temps, la combinaison devint d'un pourpre violacé, qui se changea de nouveau, et plus lentement, en un vert glauque. Mon visiteur, qui suivait ces transformations d'un œil avide, sourit, déposa le verre sur la table, puis, se tournant vers moi, me regarda d'un œil scrutateur. « Et maintenant, dit-il, réglons la suite. Voulez-vous être raisonnable, écouter mon avis, me permettre d'emporter ce verre avec moi et de sortir d'ici sans autre commentaire? Ou bien l'excès de votre curiosité l'emporte-t-il? Réfléchissez avant de répondre, car il en sera fait selon votre volonté. Selon votre volonté, je vous laisserai tel que vous étiez auparavant, ni plus riche, ni plus savant, à moins que la conscience du service rendu à un homme en danger de mort puisse être comptée parmi les richesses de l'âme. Ou bien, si vous le préférez, un nouveau domaine du savoir et de nouveaux chemins conduisant à la puissance et à la renommée
vous seront ouverts, ici même, dans cette pièce, sans plus tarder, et vos regards seront éblouis d'un prodige capable d'ébranler l'incrédulité de Lucifer. « Monsieur, dis-je, affectant un sang-froid que j'étais loin de posséder en réalité, vous parlez par énigme, et vous ne vous étonnerez peut-être pas de ce que je vous écoute avec une assez faible conviction. Mais je me suis avancé trop loin dans la voie des services inexplicables pour m'arrêter avant d'avoir vu la fin. »« C'est bien, » répliqua mon visiteur. « Lanyon, rappelez-vous vos serments. Ce qui va suivre est sous le sceau du secret professionnel. Et maintenant, vous qui êtes resté si longtemps attaché aux vues les plus étroites et les plus matérielles, vous qui avez nié la vertu de la médecine transcendante, vous qui avez raillé vos supérieurs, voyez. » Il porta le verre à ses lèvres et but d'un trait. Un cri retentit. Il râla, tituba, se cramponna à la table et se maintint debout, les yeux fixes et injectés, haletant, la bouche ouverte. Et tandis que je le considérais, je crus voir en lui un changement. Il parut se dilater, sa face devint brusquement noire, et ses traits semblèrent se fondre et se modifier. Et un instant plus tard, je me dressai d'un bond, me rejetant contre la muraille, le bras levé, pour me défendre du prodige, l'esprit confondu de terreur. « Oh Dieu !» m'écriai-je, et je répétai à plusieurs reprises « Oh Dieu !» Car là, devant moi, pâle et défait, à demi évanoui, et tâtonnant devant lui avec ses mains, tel un homme ravi au tombeau, je reconnaissais Henry Jekyll. Ce qu'il me raconta durant l'heure qui suivit, je ne pus me résoudre à l'écrire. Je vis ce que je vis, j'entendis ce que j'entendis, et mon âme en défaillit. Et pourtant, à l'heure actuelle où ce spectacle a disparu de devant mes yeux, je me demande si j'y crois et je ne sais que répondre. Ma vie est ébranlée jusque dans ses racines, le sommeil m'a quitté. Les plus abominables terreurs m'assiègent à toute heure du jour et de la nuit. Je sens que mes jours sont comptés et que je vais mourir. Et malgré cela, je mourrai incrédule. Quant à l'abjection morale que cet homme me dévoila, non sans des larmes de repentir, je ne puis, même à distance, m'en ressouvenir sans un sursaut d'horreur. Je n'en dirai qu'une chose, Utterson, et si toutefois vous pouvez vous résoudre à y croire, ce sera plus que suffisant. L'individu qui, cette nuit-là, se glissa dans ma demeure était, de l'aveu même de Jekyll, connu sous le nom de Hyde, et recherché dans toutes les parties du monde comme étant l'assassin de Carew. Asti Lanyon.